Bonjour, bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier pour les 15-20 000 vues de la dernière vidéo. Merci à vous, que j'avais intitulé Après l'Iran, l'Algérie et ta sœur, à ceux qui s'attaquent systématiquement à l'Algérie pour un oui, pour un non et qui aimeraient la voir se faire attaquer. Alors si déjà aujourd'hui Israël est reparti la queue entre les fesses, bien qu'élu le grand frère américain, sinon elle se faisait littéralement fracasser par les mollahs, eh bien ça va être aussi une autre paire de manches avec l'Algérie, puisque aucun pays de toute son histoire n'a su soumettre l'Algérie, et c'est pas Israël ou l'Amérique qui le feront. L'histoire en est pleine. Nous avons le grand roi Massinissa, Jugurtha, Juba Ier, Juba II, qui ont effectivement marqué l'histoire romaine et qui ont parlé d'égal à égal avec les différents Césars. Donc notre histoire est pleine de conquérants, histoire ancienne, histoire antique, mais histoire aussi récente, puisque la première armée de l'époque, l'armée française a eu du mal, elle n'a jamais soumis l'Algérie, sauf par la tentative de génocide et de torture, et pourtant elle a dû quand même se casser, prendre ses clics et ses claques. Aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de revenir, de néocolonialisme qui se fait entendre un peu de partout, et pour ce faire, la trahison est le meilleur moyen. On commence par affaiblir vers le bas, et ensuite, effectivement, on fissure l'État, on fissure la cohésion sociale. Alors ils ont essayé, notamment Charles de Foucault, ce prétendu ecclésiaste qui s'est installé dans le sud de l'Algérie, lui avait trouvé la formule, on va diviser les Berbères, les Touaregs et les Arabes, et on va flatter les uns, flatter les autres, et on va effectivement fissurer cette unité. Ils n'ont pas réussi à le faire, puisque Charles de Foucault s'est fait dézinguer, d'ailleurs par quelqu'un qui n'était ni berbère, ni arabe, ni touareg. Il s'est fait éliminer pour des raisons certainement qui sont encore à creuser. Je me demande même si dans cette affaire il n'y a pas une histoire d'homosexualité, mais bon, je ne vais pas épiloguer, mais il y a quelque chose de louche dans son élimination. Bref, ce sont des supputations, je suppute. Et alors, cette histoire nous montre que tous les ennemis de l'Algérie ont dû redégager, ils dégageront aussi, et les ennemis de l'intérieur, eh bien, on s'en charge, comme dit le proverbe, Dieu protégez-moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge, ou le contraire, un truc comme ça, comment dire, on les reconnaît, on les voit venir, les collaborateurs. Les collaborateurs, il y en a un qui pleure dans les jupons de Brigitte Macron, c'est Bouchouareb, le voleur, celui qui a volé des milliards à l'Algérie, qui se dandine sur la côte d'Azur comme un Saoudien, comme un arriviste, comme un bédouin de la plus basse espèce, n'est-ce pas, et qui se pavane aussi à Paris. Dénoncé d'ailleurs par Rachid Nekaz en nous montrant son appartement à Paris, pas loin de Notre-Dame, du côté du quai des Grands Augustins, un truc comme ça. Bref, l'argent volé d'Algériens, le sang des Algériens volé, tout ça pour rouler des mécaniques et donner donc, et stipendier, et pour aussi donc acheter sa protection et aussi cette espèce d'honorabilité que ces vendus adorent s'acheter. Il y en a plein de ce monde-là. Il y a l'horrible et l'infect inculte Grassouillet Semar aussi, qui se targue d'être une espèce de Stalinger de l'information, vous savez, une espèce de rebelle. Ouais. Il se veut Takfarines, il se veut Jugurtha, il est rien du tout, il est zéro tout simplement, encore un collabo. Et en Algérie, on les a connus ces collabos et ils ont eu pour certains ce qu'ils le méritaient. Et le dernier en date, je voulais quand même le rappeler quand même parce que sa phrase est d'une fanfaronnade sans nom. C'est Sansal qui, à l'issue de son procès, a osé dire ce que aucun écrivain, même les plus grands, n'ont osé dire. C'est la littérature qu'on condamne. Le mec, il écrit tout simplement, eh bien, des feuillets d'espèces de... C'est un scribouillard de la plus basse espèce. Aucun intérêt littéraire pour ce collabo. Il n'est pas de l'espèce des grands collabos français, comme Pierre Drieux-La Rochelle, collaborateur, mais quelle plume, ou autre aussi, Dréa. Je parlerai même pas du plus grand, Louis-Ferdinand Céline, qui lui n'a pas été condamné à mort, mais les autres ont été condamnés à mort, et qui n'ont pas pleurniché, ils n'ont pas demandé leur grâce présidentielle auprès de Gaulle. Ils ont assumé d'être collabos et de payer au prix cher. Alors lui, il a envoyé ses filles,
mais au lieu, il ne reconnaît même pas finalement la souveraineté algérienne, puisque ces filles vont pleurnicher, vous me direz, telle fille, tel père, telle fille, telle vie, c'est un peu comme Sarko. Le fils d'une racaille ne peut être qu'une racaille qui parle de brûler l'ambassade d'Algérie. Vous imaginez le degré de racaillerie, la transmission dans les gènes qui s'exercerait là. Eh bien, les filles de Sansal ont plaidé. Alors, elles réprouvent la souveraineté algérienne puisqu'elles demandent l'intervention de Macron, l'intervention d'un représentant de l'ancien colon. Vous imaginez dans quel tissu, dans quelle espèce de salive elles ont été élevées. L'ancien maître, l'ancien chef, l'ancien raïs, l'ancien mokran français, c'est à elles qu'elles vont demander de l'aide. C'est un paraître incroyable de bassesse et de mépris pour la souveraineté algérienne, même pas un mot auprès du président Tebboune. Je vous disais tel père, telle fille, ça ne m'étonnerait pas. Alors, il est malin de dire, ce Gugus, c'est la littérature qu'on condamne. C'est faux. Ces livres ne valent rien, on ne le lit pas en Algérie. Il a été mis en prison, cette espèce de collabo de la pire espèce de Sansal, parce qu'il a remis en question la géographie algérienne et donc l'histoire de l'Algérie. C'est pour ça qu'il a été emprisonné. Sa collaboration avec le magazine Frontières, ses relations avec le sionisme qui voulait effectivement détruire l'économie algérienne de l'intérieur, à laquelle il s'est d'ailleurs il s'est lié. Et en fait, en disant c'est la littérature, il veut faire oublier que pourquoi il est condamné, c'est pour haute trahison. C'est pour ça que j'évoquais la haute trahison des Pierre Drieux à La Rochelle et autres collabos français qui, eux, ont reconnu leur collaboration. Ils sont restés dignes. D'ailleurs, l'un d'entre eux a même refusé qu'on lui mette un bandeau sur les yeux lorsqu'il a été fusillé. Voilà, on lui demande un peu plus de dignité, mais bon, s'il avait dignité, je pense qu'il aurait su remercier l'Algérie, ne pas la trahir et ne pas chialer comme une tamtote, comme une poupée, n'est-ce pas, devant les médias français aujourd'hui, se voir porté au nu comme étant un immense écrivain, et pourquoi pas lui consacrer aussi un prix Nobel de littérature. Vous savez que ses amis sont capables de tout et ont le moyen de le faire, mais ça, on sait que depuis longtemps, les prix ont remis au premier venu, ou à la dernière traînée, témoin le dernier concours, ou aussi remettre des prix comme on remettrait des prix à des passionnariats. Bref, ce type qui vend son pays pour une poignée de reconnaissance, pour une légion d'honneur ou une connerie comme ça, ou un passage dans les médias ou vendre quelques torchons supplémentaires, on connaît ça existe depuis la nuit des temps, des espèces de collabos. Juste revenir aussi sur le fait qu'il a aussi été remettre en question l'intégrité de l'Algérie en disant que l'ouest algérien appartiendrait donc au Maroc. C'est une contre-vérité totale. Diorakine Bernard Lugan, ce pseudo-historien, cette espèce de mercéniste, opportuniste qui dit ça. Les vrais historiens savent que l'Algérie est restée algérienne depuis tout temps et qu'elle était d'un infiniment plus grande si on remonte au règne de Massinissa ou de Jugurtha qui était la centralité même de l'Afrique du Nord et qui régnait étant jusqu'aujourd'hui le plus grand des rois. Et comme je le disais, parler d'égal à égal avec les différents Césars. Alors en ce qui concerne l'ouest algérien, si un jour, lorsque les colons débarquent en Algérie, lorsque l'émir Abdelkader se rebelle dans l'Oranie, si cette partie-là avait appartenu au sultan Moulay Youssef ou son frère dégénéré et retardé mental Moulay Hafid, pourquoi n'a-t-il pas envoyé ses troupes en 1830 pour défendre cette partie-là? Que nenni, uniquement des Algériens se sont déplacés pour se battre jusqu'au bout de 1830 à 1962. Donc c'est une immense intoxication. Ensuite, il y a eu la tentative par d'autres gugus sur lesquels je ne reviendrai pas, alors je passerai sur le Sahara parce que ça je vous en reparlerai une autre fois, qui est une autre escroquerie, aussi du Marzen et aussi on va dire du sionisme de ce côté-là et de la France bien sûr, tout ça est un peu cul et chemise comme on dit. Sur la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, lorsqu'elle est inaugurée, la première pierre est posée, je crois, un 19 octobre 1922. Elle se fait avec la présence de plusieurs représentants, et notamment le sultan Moulay Youssef,
qui avait un pouvoir de pacotille, hein. C'était une poupée qu'on avait bien décorée, qu'on avait mis là. Maréchal Lyautey savait y faire pour endormir ce Mersenne vide, une coquille vide. Il avait amené là, il y avait des représentants algériens, tunisiens, représentants azerbaïdjanais, turcs. En fait, une dizaine de pays musulmans étaient présents lors de la première pierre. Je pense qu'il y avait même le roi Séoud qui était là, de passage à Paris pour la pose de la première pierre. L'inauguration se fera plus tard avec l'autre sultan Mohamed V, elle se fera le 19 octobre 1926. Et alors, l'Algérie n'est pas très présente, on met des représentants marocains. Pourquoi ? Parce que l'Algérie étant française, et surtout écrasée sous l'autoritarisme colonial, elle n'avait pas son mot à dire. Sauf que l'esprit même de la création de la mosquée de Paris vient d'un Algérien. C'est lui qui a pondu le projet et qui l'a glissé tout doucement dans l'esprit des Français, à savoir le Qadour Ben Rabrit, qui a travaillé aussi pour Mohamed V, mais qui était aussi un représentant de la délégation française à Tanger. Il était algérien, c'est de lui l'esprit que le projet revient, et surtout c'était aussi une reconnaissance, cette mosquée de Paris, pour les musulmans qui ont sacrifié leur vie pendant la Première Guerre mondiale. Or, ces musulmans qui étaient dans l'écrasante majorité des Algériens, tout le monde le sait, même si le silence complice est maintenu là-dessus, ils étaient en majorité des Algériens. C'est pourquoi cette mosquée de Paris a été bâtie sur le sang des Algériens. Et troisièmement, l'argent pour construire cette mosquée vient des biens morts algériens. Plus de 70% du financement de la mosquée de Paris est algérien, puisque l'Algérie n'avait pas voix au chapitre sur ses finances. Et ça a été sur les finances algériennes, sur les biens, les waqfs, en tout cas, les biens morts, comme on dit, MORTS, hein, pas MAURES, que cet argent a été récupéré. L'autre partie manquante vient de la Tunisie. Voilà toutes ces raisons qui montrent que l'algérianité de la mosquée de Paris est réelle. Après, elle est en France, les différentes tribulations ou renversements verront ce qu'elle va devenir, mais les tentatives de récupération de la mosquée de Paris, un peu comme le Sahara occidental, eh bien c'est les mêmes triturations, c'est les mêmes inventions et c'est les mêmes coups bas tordus de récupérer des valeurs qui ne sont pas celles du Mersenne. Je conclurai, alors excusez-moi, ça a été un peu rapide cette vidéo, je conclurai avec ce député qui est juif égyptien, je crois, un certain Morsi quelque chose. C'est lui qui avait dit après l'Iran, l'Algérie. Bon, déjà, il faudra terminer avec l'Iran, qui a quasiment bastonné, mais une fessée, une raclée, une belle tariha à Israël et son complice l'Amérique. Donc qu'elle termine déjà avec l'Iran, elle s'occupera de l'Algérie après, si ce n'est pas l'Algérie qui s'occupera d'Israël le temps voulu. On les attend, toute l'Algérie attend. Aujourd'hui elle sait qu'il y a des convoitises, que les crapules peuvent être maliennes, du moins 1 ou 2 Maliens collabos. Les mercenistes sionistes sont à côté. Ne pas oublier aussi la trahison toujours potentielle, puisque c'est dans leur ADN des maquistes qui peuvent aussi se charger de ça. Mais l'Algérie reste vigilante. Et nous sommes vigilants. Alors, en ce qui concerne les Égyptiens, il y a eu un grand homme, un juif égyptien, qui s'appelait Henri Curiel. Henri Curiel, c'est le papa d'Alain Grèche. Alain Grèche, cet intellectuel qui combat jour et nuit pour la Palestine et dénoncer les crimes du sionisme. Alain Grèche a beaucoup écrit. Eh bien, Henri Curiel était son père. C'est une immense famille qui a beaucoup aidé le nasserisme à se rebeller contre la présence anglaise. Il n'a pas été beaucoup reconnu par un Nasser. Il s'est sauvé, il est venu en France, il s'est battu comme à Lyon aussi pour l'indépendance algérienne. Il a été assassiné, je crois, en 78 ou 72 par l'OAS, mais avec d'autres milices aussi, Henri Curiel. Et alors, sa famille était assez riche en Égypte, et la maison familiale a été offerte à l'Algérie, dans le quartier donc où a grandi, où a vécu Keltoum, dans le quartier de Zamalek, je crois. Et la maison familiale d'Henri Curiel, donc du père d'Alain Grèche, elle a été offerte au gouvernement algérien et elle est devenue l'ambassade d'Algérie. Comme ça, voilà. Il y a des gens formidables partout, il y a des pourritures et des ordures dans tous les coins. Je pense vraiment que nous sommes du bon côté. Je vous remercie infiniment. J'ai un peu mélangé dans cette vidéo, mais je voulais quand même en faire une. Voilà. Et j'en ferai plus souvent, parce qu'on me dit d'en faire davantage, des plus longues, mais je trouve que celle-ci
ça suffit pour aujourd'hui. Merci infiniment, n'oubliez pas de commenter, de partager, chers frères, chères sœurs, et à très bientôt.